Alors, dernière période de ces 2 jours de travaux qui, j'espère, vous interpellent, vous nourrissent, vous donnent envie de poursuivre l'aventure avec nous. Alors, maintenant, donc on a parlé de la méthodologie, de l'intérêt, du questionnement autour de l'observation territoriale. Eh bien, nous allons être dans le feu de l'actualité, qui est la question de le territoire régional et l'implication des conseils régionaux en termes de politique de culture scientifique et technique. Alors, avant de lancer la table ronde, qui est plus sur la question de la nouvelle modalité de gouvernance et des questions que celle-ci pose à la suite de plusieurs années d'interrogation, on a une petite mise en bouche par une collègue à nous, Colline Salzman, qui est venue nous donner un soutien ces derniers mois. Alors, on salue la présence de Colline parce qu'elle s'est fait opérer il y a 3 jours de l'appendicite, mais cette dernière a tenu absolument à venir faire sa présentation. Donc, on la remercie du fond du cœur, ainsi que Marguerite Charlier qui a travaillé avec nous sur cette enquête et qui était prête à remplacer au pied levé Colline. Donc, vous voyez la solidarité intergénérationnelle, entre femmes, c'est important. Donc, Colline, je te laisse la parole pour nous présenter. Alors, nous avons fait un travail modeste, mais qui pose les bases du questionnement sur les politiques de culture scientifique et technique au sein des conseils régionaux, avec l'interrogation qui est sur quel mode d'organisation, quels sont les moyens alloués, quelles sont les actions financées, etc. C'est pour un peu faire l'état de l'art sur l'implication et l'organisation des conseils régionaux en termes de culture scientifique et technique. C'est parti. Bon, eh bien, bonjour à tous. Déjà, je voulais vous dire que je suis très heureuse d'être là, car comme l'a dit Florence, c'était pas gagné d'avance. D'ailleurs, en propos liminaire, je voulais remercier Florence déjà pour m'avoir fait confiance et pour m'avoir soutenue même quand j'étais sur mon lit d'hôpital. Je voulais aussi remercier Marguerite Charlier qui a tout de suite accepté de me remplacer si je n'avais pas pu être là cet après-midi et qui de fait a passé énormément de temps sur ce dossier. Et enfin, je voulais remercier Émilie Ledoiron, qui est mon amie d'enfance et qui a accepté de m'amener en voiture ce matin de Grenoble pour que je puisse être là parmi vous cet après-midi. Donc merci à vous 3. Et ceci étant dit, je vais pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Mais avant de commencer à vous présenter donc, les résultats de notre enquête, j'aimerais vous présenter un petit peu d'histoire, donc celle de la décentralisation, déjà qui a donné naissance aux régions, mais aussi celle de la CSTI. Donc, quel est le contexte de cette enquête ? Vous en avez peut-être parlé, malheureusement je n'étais pas là hier, donc j'espère que je ne vais pas trop répéter ce qui s'est passé hier et puis dans la matinée. Donc déjà, nous sommes donc à la veille de l'acte 3 qui pourrait changer les compétences des régions en termes de CSTI. Et donc l'intérêt de cette enquête sur les politiques de CSTI dans les conseils régionaux est multiple. Tout d'abord, il s'agit d'informer les autorités décisionnaires, mais aussi de proposer aux acteurs une comparaison avec leurs pairs à partir des résultats présentés, mais aussi, et je l'espère, vous proposer des pistes de réflexion. Donc venons-en aux régions. Donc, qui sont les régions ? La région est la plus jeune des collectivités territoriales. Elle est née en 1982 dans le cadre de la loi sur la décentralisation, l'acte 1 de la décentralisation. Et c'est l'article 59 de cette loi qui définit les domaines d'intervention des conseils régionaux. Ces compétences ont été élargies en 2004 par la loi de 2004 dans le cadre de l'acte 2 de la décentralisation. Et aujourd'hui, donc, les compétences des régions sont le développement économique, l'aménagement du territoire et les transports, l'éducation, la culture, la santé et la protection de l'environnement et cadre de vie qui sont des compétences partagées. Après ce bref aperçu sur les régions, je passe vite donc à la CSTI. Je voudrais rappeler que la volonté d'ouvrir la science aux citoyens n'est pas une chose nouvelle. Nous pouvons citer à titre d'exemple l'ouverture du musée d'ethnographie parisien déjà en 1878 ou encore celui du Palais de la Découverte en 1937.
dont le but était de donner à voir la science en train de se faire. Donc c'est une expression que vous reconnaissez peut-être qui vient de Jean-Marc Lévy-Leblond. Puis dans les années 1960-70 naissent de nombreuses initiatives impulsées pour la plupart par des chimistes et physiciens militants. C'est sous la présidence de François Mitterrand que Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de la Recherche et de la Technologie, joue un rôle clé pour la CSTI, notamment après les États généraux de la recherche en 1981. Donc il est inscrit dans la loi d'orientation de la recherche du 16 juillet 1982 dans ses articles 7 et 24 que les métiers de la recherche doivent assurer la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique dans toute la population. Puis Hubert Curien lui succède en 1984 et il confirme le mouvement en organisant les États généraux de la CSTI en 1989, alors que parallèlement se met en place le plan université. Par ailleurs, au même moment, un certain nombre d'institutions prennent vie pour accompagner ce mouvement de rapprochement entre la science et les citoyens. Donc nous pouvons citer à titre d'exemple la Commission nationale du débat public, le Conseil consultatif national d'éthique ou encore l'IHEST, Institut des hautes études pour la science et la technologie. Mais au final, qu'est-ce que la CSTI ? Donc la CSTI, vous le savez, couvre un large champ et peut servir de nombreux objectifs. Nous y reviendrons plus tard. Donc on peut parler du partage du savoir, du développement de l'esprit critique, de la démocratisation des débats sociaux, mais aussi et peut-être surtout de la maîtrise du système que représente la science à des fins économiques. D'où cette définition que je vous propose. La culture scientifique et technologique, c'est l'expression de l'ensemble des modes par lesquels une société s'approprie la science et la technologie. Donc après ces quelques rappels, venons-en au cœur du sujet, à savoir notre étude. Donc nous avons envoyé 20 questions aux conseils régionaux. Ce questionnaire comportait 4 rubriques. Le premier sur la gouvernance, le deuxième sur acteurs et programmes, le troisième sur financement et veille de la culture scientifique et enfin le quatrième sur les caractéristiques régionales. Sur les 27 régions questionnées, nous avons obtenu 20 réponses. Nous n'avons obtenu 0 réponse dans les régions d'outre-mer, ce qui est relativement dommage et il serait d'ailleurs peut-être intéressant par la suite de faire une recherche exclusivement sur ces régions d'outre-mer de par la spécificité territoriale qui les caractérise. Nous n'avons pas reçu non plus de réponse de la Corse. Et en France métropolitaine, seule l'Aquitaine n'a pas donné suite à nos nombreux appels, ce qui est relativement surprenant connaissant l'investissement de la CSTI dans la région aquitaine. Donc comment on peut expliquer ce déficit de réponse ? La plupart du temps, il s'agissait de l'incapacité de certaines régions à aiguiller simplement le courrier vers là où les personnes compétentes. Par ailleurs, 2 régions ont souhaité étayer leur réponse par un entretien téléphonique. Il s'agit de la région Picardie et Nord-Pas-de-Calais. Je voulais aussi faire une petite remarque. J'ai été missionnée par l'OCIM pour cette mission suite à un stage que j'ai effectué à l'OPEX, donc l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Donc je m'appuie aussi sur mon expérience pendant ce stage où j'ai eu à participer à la rédaction d'un rapport parlementaire sur la diffusion de la culture scientifique et technique et qui avait donné lieu aussi à une audition publique ouverte à la presse le 13 juin dernier à l'Assemblée nationale et je pense que certains d'entre vous étaient là. Donc venons-en à notre plan. J'ai décidé de couper cette présentation en 5 parties. Premièrement, nous reviendrons sur la CSTI dans les conseils régionaux, quelle place dans les objectifs généraux de la région. Deuxièmement, la CSTI dans les conseils régionaux, quelle place dans les outils de gouvernance. Nous verrons dans un troisième temps les types d'actions de CSTI soutenues par les conseils régionaux et les fréquentations associées. Quatrièmement, les acteurs et réseaux pour la CSTI pour les conseils régionaux. Et enfin, l'évolution de la CSTI dans les conseils régionaux.
Donc passons directement à cette première partie sur la CSTI dans les conseils régionaux. Quelle place dans les objectifs généraux de la région? Alors pourquoi cette question? Parce que la CSTI est relativement mal identifiée et elle n'a pas de frontières précises. C'est d'ailleurs ce que soulignait Olivier Lasvernias dans son ouvrage « L'institutionnalisation de la culture scientifique et technique, un fait social français », où il souligne, je le cite, que la CSTI a aggloméré des corpus disparates sans donner naissance à un cadre conceptuel intégrateur ou à des frontières précises. Donc, en ce qui concerne les régions, la CSTI s'est construite non seulement en fonction de l'histoire de la décentralisation, mais aussi en fonction de personnalités sur le territoire qui ont impulsé tel ou tel objectif. Donc, quand on regarde, donc pour répondre à ces questions, je me suis penchée sur les questions 1, 2 et 3 du questionnaire, à savoir les priorités de mise en œuvre de la politique régionale et les directions en charge de la CSTI dans les conseils régionaux. Si l'on regarde les objectifs, les 20 régions ont répondu à cette première question qui comprenait 15 propositions et les 3 grandes priorités affichées sont la valorisation de la recherche en région, la lutte contre la désaffection des filières scientifiques et les actions avec les lycéens. Donc, l'objectif de valorisation de la recherche est à rapprocher de la première compétence des régions, à savoir le développement économique. D'ailleurs, les régions soutiennent depuis longtemps les universités et la recherche dans cette optique. Et ce choix semble se situer aussi en parfaite synergie avec les objectifs développés par la loi de l'ESR et à l'initiative du ministère de Madame Fioraso, votée le 22 juillet dernier. Et l'objectif de cette loi est d'améliorer la compétitivité de la France en s'appuyant sur la recherche et l'innovation. En ce qui concerne l'idée quasi consensuelle que la CSTI sert à lutter contre la désaffection des jeunes pour les filières scientifiques, les choses semblent bien moins claires et un débat est toujours ouvert sur cette question. En effet, selon une enquête publiée déjà en 2006 sur le site du ministère de l'Éducation nationale, la désaffection des jeunes ne concernerait que les premiers cycles des sciences fondamentales. Et de plus, cette relative désaffection ne serait pas le fait d'un manque d'information ou d'un manque d'appétence pour les sciences. Ce même document révélant que c'est bien plutôt l'état du marché qui conditionne les choix de ces jeunes vers des carrières scientifiques. Quoi qu'il en soit, pour certains acteurs, la désaffection des jeunes est réelle et l'objectif demeure. Donc je ne trancherai pas ce débat aujourd'hui. Donc l'objectif demeure notamment pour augmenter le pourcentage des jeunes filles. Il est vrai aujourd'hui qu'il y a un déséquilibre entre les jeunes garçons et les jeunes filles qui s'engagent dans les filières scientifiques. Et en ce sens, la CSTI est un véritable objectif. Enfin, alors que la Direction générale Recherche et Innovation, qui est représentée par Madame Casademont, travaille actuellement sur la problématique sciences et société, et alors que le CNRS a missionné Monsieur Lipinski sur sciences citoyennes, seule la région Provence-Alpes-Côte d'Azur cite dans ses objectifs le développement d'actions sciences-société. Quelles directions sont en charge de la CSTI? En effet, nous avons pensé que les idées politiques qui sous-tendent les politiques publiques de CSTI s'illustrent dans le choix des directions en charge de la CSTI. Donc commençons par les directions principales qui sont représentées sur la carte par des pastilles. Donc seulement 3 régions n'ont pas de direction en charge de la CSTI. Pour les autres, donc les pastilles vertes, il s'agit de la direction de l'éducation supérieure et de la recherche. Et seulement 2 régions, Picardie et Rhône-Alpes, ont choisi comme direction principale la direction culture. Donc 2 remarques peuvent être faites à ce propos. Premièrement, la préférence pour les directions de l'ESR n'est pas surprenante. En effet, ce choix est cohérent non seulement avec l'histoire de la CSTI, mais aussi avec les mutations au niveau national. Donc d'une part, Madame Fioraso avait rappelé pendant son audition à l'OPEX le 13 juin dernier sa volonté de rattacher la CSTI au ministère de la Recherche. Et en ce qui concerne l'histoire, d'autre part, l'influence nationale dans les CPER semble expliquer la préférence des régions pour les directions ESR. En effet, lors du 3e CPER, Hubert Curien était ministre de la Recherche et c'est donc sous l'étiquette recherche qu'il avait mené ses actions pour la CSTI.
Cela semble cependant soulever des questions. En effet, on est bien aujourd'hui en train de parler de culture scientifique, technique et industrielle. Donc, il est relativement surprenant que seules 2 régions aient choisi de rattacher la CSTI à la direction culture. Une petite remarque aussi, ce fait est d'autant plus surprenant pour la région Rhône-Alpes, car comme nous le savons, la région Rhône-Alpes qui est particulièrement attachée à une politique d'innovation sur son territoire. En ce qui concerne les directions secondaires, donc, que vous avez représentées par des bâtonnets sur la carte, elles sont nombreuses. Il s'agit majoritairement de la direction de l'éducation pour 9 régions sur 20 et de la culture pour 7 régions sur 20. Et ces directions secondaires montrent à l'évidence la transversalité de la CSTI, qui se traduit ici par une multiplicité des directions. J'en arrive directement à ma deuxième partie, la CSTI dans les conseils régionaux, qu'elle place dans les outils de gouvernance. Donc en effet, la reconnaissance institutionnelle de la CSTI est variable dans les conseils régionaux. En effet, n'étant ni tout à fait culture, ni tout à fait science, et étant, comme nous venons de le voir, au carrefour entre plusieurs objectifs, il est parfois difficile de donner de la visibilité à cette politique publique. Donc, plusieurs critères ont été analysés pour traiter cette question. La présence d'une mention sur la CSTI dans le contrat de projet État-région, CPER. La présence d'une mention sur la CSTI dans le schéma de l'enseignement supérieur. Puis nous verrons le nombre de personnes au conseil régional qui travaillent pour la CSTI. Et enfin, le budget consacré à la CSTI. Donc, commençons par la prise en compte de la CSTI dans les textes. Sur les 20 régions du panel, 55% ont un schéma régional de l'enseignement supérieur, donc cela représente 11 régions, et 3 régions affirment être en phase de production d'un tel schéma. Parmi ces 55%, 9 régions évoquent la CSTI, donc c'est représenté par les bâtonnets rouges sur la carte. Pour 65% des régions, la CSTI est explicitement mentionnée dans les CPER, donc représentée en bleu sur la carte. Et pour 15%, elle est mentionnée indirectement, représentée en jaune sur la carte. L'Alsace et l'Auvergne ne mentionnent la CSTI ni dans un CPER, ni dans un schéma régional de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et aussi, sur les 11 régions possédant un schéma régional de la recherche, seules 2, Midi-Pyrénées et PACA, ne mentionnent pas la CSTI. Voyons maintenant le nombre de postes consacrés à la CSTI. Donc ce graphique représente le nombre de postes en équivalent temps plein annualisé, donc ETPA. Et nous voyons ici que la région PACA se situe loin devant entre guillemets, avec 3 ETPA, suivi de l'Île-de-France avec 2 ETPA. Qu'est-ce qui est remarquable sur ce graphique, c'est que pour plus de la moitié des régions, il est consacré moins de 0,5 ETPA, ce qui pour la CSTI, ce qui est relativement faible. Je passe directement donc, au budget officiellement alloué à la CSTI. Donc, je vous présente ces chiffres. Je voudrais vous dire avant tout qu'il faut les prendre avec des pincettes. En effet, je vous le répète encore une fois, la CSTI étant un domaine vaste et transversal, celle-ci croise souvent les budgets de nombreuses directions. Il est difficile de flécher le budget réellement alloué à la CSTI. Donc ici, je m'appuie sur les déclarations des différentes régions dans les questionnaires. Donc ce qui est remarquable, c'est avant tout que pour la totalité des régions consacrent moins de 0,3% du budget total de leurs conseils régionaux. Voyons maintenant les types d'actions de CSTI soutenues par les conseils régionaux et les fréquentations associées. En effet, le choix de mise en œuvre de la CSTI et la popularité des actions varient d'une région à l'autre. Et cette partie vise donc à déterminer les types d'actions mis en œuvre par les conseils régionaux et leur résonance sur la population. Donc, premièrement, à partir d'une question sur les programmes phares emblématiques de la politique de CSTI dans les régions, il s'agissait de la question 4, une typologie d'actions a pu émerger. Donc 2 types d'actions, celle réellement sur les actions de CSTI et celle sur l'organisation de la CSTI.
Donc si je reviens rapidement sur les actions de CSTI, il y a toujours cette dualité entre les actions sociales et culturelles d'une part et les actions de promotion régionale de la recherche. Je dis dualité, ça n'est pas une opposition. Pour ce qui concerne les actions sociales et culturelles, donc il y a le soutien aux associations d'éducation populaire, par exemple le Nord-Pas-de-Calais qui dit soutenir le Petit Débrouillard, Planète Science. Il y a un soutien au CCSTI et troisièmement d'autres actions type Camion des Sciences en Rhône-Alpes ou Exposition en Alsace. En ce qui concerne les actions de promotion de la recherche régionale, il y a la diffusion de la recherche. Nous pouvons citer ici le Café des Sciences en Alsace, mais aussi le projet MIS qui est exclusivement organisé par la région Île-de-France, la Boutique des Sciences au Nord-Pas-de-Calais, etc. Les prix, comme le prix Jeune Chercheur en Bretagne, Olympiade de Chimie en Champagne-Ardenne ou le prix de la thèse du chercheur en Lorraine. Troisièmement, le soutien aux universités, par exemple en Bourgogne, donc l'université B qui a une place particulière pour la CSTI. Et enfin, les actions sciences-société. Donc ici, on peut citer les piqueries qui ont été initiées par M. Lipinski en Île-de-France. En ce qui concerne l'organisation de la CSTI, il y a d'une part l'organisation du réseau et d'autre part la diffusion de la CSTI. Donc pour l'organisation du réseau, il y a des actions pour organiser la CSTI en interne. Donc ici, on peut citer l'Auvergne qui dit mettre en œuvre un comité technique d'instruction des projets de CSTI. Et en ce qui concerne la mise en réseau, le Pays de la Loire qui dit mettre en réseau des acteurs de CSTI et d'une programmation thématique, mais aussi Rhône-Alpes, par exemple, qui a créé un réseau sur les 8 CCSTI. Donc Rhône-Alpes, la seule région à avoir un CCSTI dans chacun de ses départements. À la marge, certaines régions développent d'autres types d'actions. La région Picarde soutient par exemple le printemps de l'industrie, le printemps de l'agriculture et soutient les démarches créatives entre arts et sciences. On peut aussi noter que seulement 35% des régions pilotent directement des actions de CSTI. Donc la CSTI est majoritairement externalisée. Donc en revanche, si les régions déclarent ne pas piloter directement des actions, elles peuvent par ailleurs jouer un rôle important dans l'organisation du réseau. C'est le cas par exemple de la région PACA, mais aussi de bien d'autres régions. Qu'en est-il de la fréquentation des publics dans les régions ? Donc estimer le nombre de récipiendaires de la CSTI par la fréquentation des publics semble être un bon indicatif pour déterminer la popularité de la CSTI dans les conseils régionaux. Cependant, sur 20 régions, seulement 8 ont les moyens de fournir les chiffres d'une fréquentation estimée en 2012. Les autres ne possèdent pas les chiffres sur les publics de CSTI. Donc voilà, et on voit aussi que les chiffres varient énormément. Donc il s'agit environ 720 dans le Limousin. En fait, le Limousin avait répondu en nombre de groupes, donc j'ai estimé au nombre de groupes scolaires, donc j'ai estimé le nombre à 720. Et en Alsace, 610 000 personnes. Donc il y a de gros écarts. Et si l'on regarde... Alors le Limousin dit, mais nous en reparlerons après, en fait le Limousin, quand on lui demande la question de la fréquentation, donne un nombre de groupes scolaires qui correspond exactement au nombre de groupes scolaires qui participent à la fête de la science. Donc voilà, d'où justement la nécessité de prendre ces chiffres avec des pincettes, parce que la difficulté de flécher et la fréquentation et les budgets en termes de CSTI ne nous permet pas d'avoir une vue globale de ce qui se passe réellement sur les territoires. Donc ce graphique représente le pourcentage du public de la CSTI pour chaque région par rapport à la population de la région concernée. Donc on voit que la population, quasiment 35% de la population en Alsace est touchée par la CSTI selon les conseils régionaux, alors que cela représente quasiment 0% pour le Limousin. Je voudrais aussi remarquer justement que le faible taux de réponse montre la difficulté d'estimer ce nombre, d'estimer cette fréquentation. Je vais revenir très rapidement sur la fête de la science. Je pense que vous en avez déjà parlé.
un petit peu, donc je vais aller relativement vite. Donc la Fête de la Science qui est une manifestation nationale mais qui est comparable à l'échelle des régions. Donc ici est affichée la fréquentation de la Fête de la Science pour les régions ayant répondu. Donc seules 7 sont capables de fournir des chiffres sur la fréquentation de la Fête de la Science, qui est relativement faible. Et ici, après, oui, c'est la précision. Et vous voyez ici affiché le pourcentage, le budget alloué à la Fête de la Science par rapport au budget alloué à la CSTI dans les conseils régionaux. Donc si l'on regarde sur ce graphique, donc on voit, et on revient justement sur la question que vous posiez tout à l'heure, 100% du budget alloué par les conseils régionaux dans le Limousin est consacré à la Fête de la Science, alors que cela représente une toute petite partie pour l'Auvergne, le Nord-Pas-de-Calais, encore Franche-Comté, Poitou-Charentes, etc. Et enfin, sur cette question, je vais m'attarder un petit peu sur la communication qui est faite. En effet, la communication participe à la visibilité et la publicité des actions menées. Donc les régions communiquent de manière différente sur la CSTI. 3 profils ont pu être dégagés. Premièrement, les régions qui communiquent avec leurs outils propres, donc qui sont en rouge sur la carte. Deuxièmement, celles qui délèguent à un acteur la mission de communiquer, en rose clair sur la carte, donc il s'agit de la Haute-Normandie et de la Champagne-Ardenne. Et enfin, celle qui laisse la communication aux différents acteurs, qui est en marron sur la carte, rouge foncé, marron sur la carte. Donc ainsi, sur 20 régions, 10 communiquent sur la CSTI en interne, le plus souvent sur leur propre site internet, mais aussi à travers des newsletters. La région Île-de-France a des communications dédiées pour des projets, le projet MIS et le projet QSEC. Et 5 régions n'ont pas de stratégie de communication. J'en arrive donc à ma 4e question, acteurs et réseaux de la CSTI pour les conseils régionaux. Donc du fait du large champ auquel elle appartient, de nombreux acteurs s'emparent de la CSTI. L'objet de cette partie est donc d'identifier les acteurs principaux investis dans la CSTI pour les conseils régionaux. Donc nous allons parler rapidement des têtes de réseau. Donc sur 20 régions questionnées, 16 ont une tête de réseau en région, ce qui représente 80% du panel. Et parmi ces 16 régions, seulement 4 de ces têtes de réseau ne sont pas PTR, pôle territorial de référence. Mais quels sont les types d'acteurs partenaires dans les conseils régionaux? Donc il s'agit à 40% de CCSTI. Il est à noter que Grenoble entretient des relations avec ces 8 CCSTI. 34% sont des associations de médiation et ou d'éducation populaire et 23% sont des universités ou unités de recherche. Certaines régions, comme la Lorraine par exemple, n'entretiennent pas de relations avec les acteurs puisque les relations sont gérées par une autre organisation. Ici, il s'agit du réseau Hubert-Curien. Enfin, nous arrivons à notre dernière question, à savoir l'évolution de la CSTI dans les conseils régionaux. Donc, cette dernière question vise à synthétiser les dynamiques de développement de la CSTI et de déterminer si la CSTI dans les conseils régionaux suivent une politique évolutive. Donc 4 questions ont été prises en compte pour répondre à cette dernière partie. Les dispositifs de veille de la CSTI, la participation à des réseaux de réflexion, les dispositifs de veille de la CSTI et les dispositifs d'évaluation mis en place par les conseils régionaux. Sur les 20 régions, 14 disent avoir de nouveaux projets, donc qui sont représentés par des bâtonnets orange sur la carte, et 13 participent à des réseaux de réflexion, représentés en rouge. En revanche, très peu de régions ont mis en place des dispositifs de veille. Il s'agit de 6 régions représentées en vert et des dispositifs d'évaluation. Seulement 3 régions ont mis en place des dispositifs d'évaluation d'action de CSTI, représentés donc en bleu.
Donc cette carte, pardon, je vais trop vite. Cette carte met en évidence les disparités entre les régions en ce qui concerne leur investissement dans l'évolution de la CSTI, alors que le Nord-Pas-de-Calais, la Lorraine, l'Île-de-France, la région Centre, la Franche-Comté et PACA ont investi sur 3 ou 4 critères proposés. D'autres ne s'impliquent sur aucun. Il s'agit par exemple de Poitou-Charentes, du Limousin ou du Languedoc-Roussillon. Donc voilà les résultats de cette enquête. En guise de conclusion, et pour ne pas trop m'appesantir justement sur cet exposé, j'aimerais simplement vous inviter au débat et vous proposer quelques pistes de réflexion. Donc en prenant en compte justement ces résultats et ce qui arrive éminemment, savoir l'acte 3 de la décentralisation, je me suis posé en particulier 7 questions, mais ce n'est pas une liste exhaustive. Premièrement, nous l'avons vu, il y a une réelle difficulté d'identification de la CSTI dans les conseils régionaux. Donc il faut se poser la question justement de cette difficulté d'identification. En effet, certaines régions comme l'Aquitaine ne semblent même pas savoir comment identifier la CSTI dans leur politique publique. Aussi, certaines actions sont en phase de construction et donc ne sont pas réellement ancrées dans les politiques publiques. On les a appelés. Mais on est d'accord, mais on a interrogé les conseils régionaux, on leur a dit, on a ce questionnaire, ils se le sont tous passés et personne ne se sentait habilité pour répondre. Nous aussi, on a été surpris. On a été surpris parce qu'on sait... Oui. À la direction de la culture ou la direction de l'enseignement, ils ne savent pas forcément. Eux, c'est dans des logiques disperses. Mais parce que notre matériau, ils ne savent pas qui est légitime pour répondre là-dessus, forcément. Si je peux dire un tout petit mot sur l'Aquitaine, après avoir discuté avec Bernard Arnault, c'est vrai que le soutien de la région est relativement modeste par rapport à Bordeaux, par rapport à la ville. Enfin, donc, je veux dire, faible soutien, mais peut-être parce qu'il n'y a pas justement d'interlocuteurs identifiés. Exactement, et il ne s'agissait pas, je l'avais dit tout à l'heure, que l'Aquitaine est investie sur son territoire avec CapScience, etc., dans des actions de CSTI, mais là, comme matériau, on a bien les conseils régionaux, donc je suis en train de vous faire l'exposé de ce qui s'y passe, et il y a manifestement un réel problème de visibilité de la CSTI dans ces conseils régionaux. On va conclure. On va conclure. Ouais, j'ai bientôt fini. Donc voilà, deuxièmement, est-ce que par l'acte 3, les régions pourront-elles affirmer la CSTI comme objet transversal ou devront-elles l'enfermer dans des directions de ESR? Donc c'est vraiment une question que je vous pose. Troisièmement, on peut se poser la question du devenir du volet industriel. En effet, nous l'avons vu dans les actions, très souvent, on parle de culture scientifique et technique, mais le volet industriel est un petit peu mis de côté. Donc s'il n'y a plus vraiment d'impulsion de l'État, quel est le devenir de ce volet industriel? Seule la région Picarde semble être réellement investie. D'ailleurs, elle monte des projets aujourd'hui, un projet de plateforme technologique, pôle de l'innovation et recherche pour les industriels, qui est en train d'être monté dans cette région. Quatrièmement, ces possibles changements posent évidemment la question des crédits, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais on se pose la question comment l'État va-t-il traduire ce transfert de compétences dans ses lignes budgétaires. Cinquièmement, plus globalement, il est possible de se poser la question du devenir de la CSTI. Donc la CSTI deviendra-t-elle uniquement le reflet des spécificités territoriales ou est-ce qu'une cohérence nationale va arriver à s'imposer? Aussi, il est possible de se poser la question de l'articulation entre les conseils régionaux et les autres niveaux décentralisés de l'État, déconcentrés et décentralisés de l'État. En effet, les départements sont aussi très actifs dans la CSTI, les métropoles sont très actifs et du coup, comment organiser tous ces réseaux? C'est une question qui se pose. Et enfin, quel rôle pour les têtes de réseau? En effet, certains acteurs ont peur qu'avec l'acte 3 de la décentralisation, les têtes de réseau deviennent l'interlocuteur privilégié des régions, ce qui donnerait une sorte d'universcience délocalisée et des têtes de réseau qui se retrouveraient être jugées parties. Donc, ayant posé ces réflexions, je pense que je vais conclure et j'espère que ça a ouvert justement la prochaine table ronde sur l'acte 3 de la décentralisation. Merci à vous.
Ok, merci Pauline.